Eh bien, merci de me donner la parole. J'avoue que la feuille de route qui m'a été confiée est particulièrement ambitieuse. C'est très large. Repenser l'approche de la restructuration des branches pro. Je dirais même que l'intitulé est peut-être trop ambitieux. Je vais donc, en ce qui me concerne, sans être trop technique, vous proposer des pistes de réflexion très libres, sans être exhaustif, mais je pense que ça peut-être vous aider, je ne sais pas, dans les chantiers qui sont en cours. Et juste pour commencer, le chantier des restructurations, il faut le dire et le redire, c'est une immense entreprise. Et même on peut dire que c'est un chantier qui fait date dans l'histoire du droit de la négociation collective en France. Alors, si on se limite simplement à la période contemporaine, c'est à mon avis une entreprise qui est la plus ambitieuse depuis la recodification du Code du travail en 2008. Et d'ailleurs, c'est intéressant de raisonner comme ça parce que on peut se demander finalement si la restructuration des branches ne peut pas être abordée aussi sous l'angle d'une recodification des conventions collectives. Alors, une recodification, mais à droit non constant, parce qu'il faut réécrire. On a parlé de cohérence tout à l'heure, il faut réécrire un corpus normatif. Mais on en prend vraiment conscience de ce phénomène lorsqu'on va sur Légifrance, on tape le nom, l'intitulé d'une grosse convention collective de branche, et là apparaît de façon très incrémentée, très accessible, tous les articles, les centaines d'articles de la branche, les annexes, etc. On parlait de différenciation, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. En réalité, dans vos discussions, vous allez aussi négocier des spécificités. Donc, il n'y a pas une uniformité, mais on a besoin d'intelligibilité et d'accessibilité pour la norme conventionnelle qui est en pleine recodification. Alors, je dis ça pour qu'on le garde bien à l'esprit, mais pour autant, accessibilité, intelligibilité, il y a aussi le problème de la sécurité juridique qui doit nous animer. Et on a quand même l'impression que dans le chantier des branches, c'est actuellement un petit peu au milieu du gué. Bon, ça n'a pas été trop dit, mais de l'extérieur, on a un peu ce sentiment. Alors, il y a l'effet pandémie Covid-19, d'accord, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi l'effet de la décision du 29 novembre 2019 du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut en reparler un petit peu, qui, à mon avis, a recentré le processus de la restructuration des branches, recentré parce que le Conseil constitutionnel a repositionné les termes de l'action gouvernementale autour du respect de grands piliers constitutionnels. La liberté syndicale, la liberté contractuelle, le droit de participation et la garantie des droits, c'est-à-dire la sécurité juridique. Donc ça remet tout ça au centre. Alors, il ne s'agit pas ici de commenter encore cette décision, mais vraiment à titre préliminaire, on peut peut-être identifier deux apports liés à cette décision. Le premier rapport, c'est que cette décision a sans doute un peu limité le levier dont disposait l'administration pour orchestrer la restructuration administrée à partir des arrêtés de fusion. Et on songe d'abord au fait qu'il y a eu une déclaration d'inconstitutionnalité puisque la fusion dite de cohérence des branches a été supprimée. Et puis aussi, on peut penser que ça a limité, c'est un effet induit, les effets des arrêtés de fusion qui, on doit le rappeler, les arrêtés de fusion ne fusionnent pas des conventions collectives, ils fusionnent des champs conventionnels. C'est pas pareil. Deuxième effet, la décision constitutionnelle a probablement conféré plus d'espace à la technique contractuelle. Donc c'est bien de le rappeler, et notamment avec un régime transitoire applicable aux effets des arrêtés de fusion. Et cela conduit à distinguer ce qu'on appelle les dispositions équivalentes qui seront applicables et les dispositions spécifiques anciennes qui seront maintenues en l'absence d'accord d'harmonisation au-delà du délai de 5 ans. Et ce système rapproche un peu plus les arrêtés de fusion de celui applicable au mécanisme de la fusion conventionnelle, qui est davantage régi par la technique contractuelle. Alors, voilà,
de notre point de vue, le Conseil constitutionnel a redonné un certain poids aux acteurs des branches et en a peut-être un peu retiré à l'exécutif qui, on doit le rappeler, a été chargé d'appliquer une loi imparfaite avec des objectifs imprécis. Bon, combien de branches in fine? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Et on peut par suite se demander si cette décision n'a pas freiné aussi des projets de fiançailles consensuels de certains partenaires sociaux dans l'attente de ce qui allait se passer par la suite. Bon, on y est. Alors, peut-on aller plus loin? Est-ce souhaitable et comment? Il n'y a certainement pas de recette miracle et spécialement sans intervention législative nouvelle. Alors, le rapport de M. Ramin, dont on a parlé tout à l'heure, fait d'importantes propositions. Je ne vais pas les commenter ici parce qu'elles sont trop dépendantes d'une réforme législative. Moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à moyen quasi constant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la restructuration en cours? Et ma réflexion se construit autour de deux axes. Premier point, premier axe, il faut que l'on clarifie la notion ou la définition de branche professionnelle dans la perspective du regroupement. Et puis, deuxième point, deuxième axe, intensifier sans doute la transparence du processus de restructuration. Alors, première idée, premier point, clarifier la notion, la définition de branche. Vous savez, moi j'aime bien Camus, et Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et on sait qu'historiquement, la branche n'est pas que la convention collective et ça ne se résume pas qu'à un IDCC. La branche, c'est encore à ce jour, sous une approche un peu historique, l'ensemble des organisations syndicales, on en a parlé tout à l'heure, qui se reconnaissent aptes à dialoguer dans un secteur économique donné, le cas échéant pour produire de la norme conventionnelle, mais pas que. Et dans ce système, même si on peut discuter cette affirmation, les organisations faîtières sont plutôt les organisations patronales. Cette approche, elle conjugue une analyse économique, politique, sociale et juridique, mais elle part des acteurs. C'est du moins le sens le plus partagé, c'est ce qu'on appelle l'approche organiciste. Bon. Ce rappel est, à mon sens, très important, car la restructuration des branches qui a été initiée depuis 2016 aborde le sujet par un biais qui est dicté par l'objectif recherché, mais par un biais qui conduit à changer de logique. Et il est principalement orienté vers la restructuration du champ conventionnel de plusieurs espaces conventionnels dans lesquels s'exprimait un dialogue social plus segmenté. Et depuis la censure du Conseil constitutionnel, on peut dire que désormais, la restructuration des branches professionnelles est exclusivement en ce sens, puisque l'outil de fusion-cohérence a disparu. Et la coupe claire du Conseil constitutionnel a, sur le plan des notions, un avantage. Quand bien même le ministre apprécie encore l'opportunité des regroupements à partir du poids ou de la faible activité des organisations professionnelles. Alors, je pense ici qu'il est vraiment capital qu'on converge sur le sens des mots pour qu'on comprenne ce qui se passait avant, ce qui se passe maintenant et ce qui se passe après. Parce qu'en réalité, le sens des mots est en train de changer. Et ce qui ajoute un peu de confusion. J'aimerais vous inviter dans un amphithéâtre de licence 3e année avec 500-600 étudiants. Et quand on aborde la question des branches, c'est déjà touchy, la notion de branche. Mais alors, quand on aborde la question de la restructuration des branches, il faut des trésors de pédagogie et en comprenant bien qu'il ne faut pas aller trop loin. Mais ça en dit long déjà, des étudiants de licence 3e année, que dire après des usagers, du grand public? Donc il faut quand même qu'on tombe d'accord sur le sens des mots, et si finalement on peut penser que pour le législateur et pour l'exécutif, la branche s'identifie à partir de la convention collective dont la voilure est augmentée par la restructuration, le regroupement, eh bien dans ce cas, disons-le clairement, puisque les mots changent de sens. Disons-le clairement. Alors, à ce stade-là, moi, je peux proposer une définition, on pourra en discuter, elle est imparfaite, mais au moins, ça nous permet d'y voir clair. La branche se conçoit désormais
à partir d'un champ conventionnel déterminé, correspondant à de grands domaines d'activité présentant des conditions économiques, juridiques et sociales analogues, à l'intérieur desquels est ensuite administrée la représentativité, rendant aptes les organisations professionnelles à demander l'extension des accords conclus dans ce périmètre reconnu par l'administration. Donc il y a 3 mots-clés en réalité. Champ recomposé, représentativité et extension. C'est ça la logique qui est à l'œuvre. Alors, c'est vrai que là, on change de logique puisque l'approche n'est plus organiciste, elle devient normativiste. Et c'est celle qui est à l'œuvre actuellement. Si bien que c'est l'État qui a la charge, sous couvert d'intérêt général sur lequel je ne reviens pas, de paramétrer ce qu'est une branche aujourd'hui. Alors, en quoi c'est indispensable qu'on comprenne bien le changement du sens des mots? Parce que eh bien, ça permet de comprendre la ligne temporelle de l'action publique. D'abord, pour comprendre ce que le législateur a voulu faire. Et en fait, il a voulu déconstruire pour reconstruire. Il aurait pu faire autrement. Laisser les choses en l'état et imaginer une reconstruction à partir d'un niveau supplémentaire construit autour de très grandes activités qui structurent le pays et donc structurer le paysage conventionnel autour d'interbranches prédéterminées. Il n'a pas fait ça. Déconstruire pour reconstruire. Mais il n'empêche que quand on réfléchit par rapport à la période transitoire avec les mots anciens, quand on est dans une logique de fusion conventionnelle ou d'arrêté de fusion même, hein, l'espace-temps qui est consacré au dialogue, c'est encore un espace interbranche, si on raisonne par rapport aux mots anciens. On est dans l'interbranche. Alors, c'est vraiment le cas, notamment dans la période de 5 ans, puisque les conventions collectives sont maintenues pendant cette période. Alors ça, c'est bien de le rappeler. Ensuite, admettre l'existence d'un droit transitoire, ça nous aide à suivre les transformations qui sont à l'œuvre sur le moyen et sur le long terme. D'abord, cela permet de comprendre la légitimité qu'il y a à admettre pendant la période transitoire des différences de traitement dans le champ qui est en cours de reconstruction. La question du principe d'égalité dans la branche, c'est une question qui agite beaucoup la jurisprudence, donc ça pose un problème de sécurité juridique pour l'avenir. Si bien que quand on se projette un peu et quand on fait un peu de, comment dirais-je, une hypothèse exploratoire, on peut admettre, si on est dans des espaces comme ça interbranches, on va pouvoir admettre avec plus de souplesse dans le futur certaines différences de traitement à partir des annexes ou des accords spécifiques. Vous voyez, ça veut dire que dans la branche, il y a une diversité. Et enfin, pour terminer sur ce point, raisonner à partir de la définition proposée permet aussi de mieux distinguer la branche prise comme un champ conventionnel des organes qui composent la branche, qu'il s'agisse de l'ensemble de toutes les organisations professionnelles concernées et de la CPPNI, dont le rôle est la restructuration. La structuration mériterait aussi d'autres approfondissements, je n'ai pas de temps ici. Mais on est bien là dans une distinction qu'il faut savoir faire. Reste que, déjà, si on arrive sur le plan du vocabulaire juridique à parler de la même chose, on aura tous ensemble fait un progrès en termes de compréhension mutuelle. Et donc en faveur d'une plus grande lisibilité et de transparence, puisque j'aborde ici mon deuxième point, intensifier l'exigence de transparence. Je l'ai dit tout à l'heure, la restructuration des branches, c'est une opération extrêmement technique et pourtant on sait que la transparence est un préalable et une exigence démocratique. Alors pour développer ce point, je vais partir d'un cas très concret, presque d'un cas pratique, mais qui a été tranché en réalité par le Conseil d'État dans un arrêt du 22 mars 2021 pour comprendre un peu quels sont les enjeux. Dans cet arrêt du 22 mars 2021, il y avait un syndicat, le syndicat indépendant des artistes-interprètes, qui contestait la régularité du processus d'adoption d'un arrêté de fusion.
Et on sait que d'après la loi et les textes d'application, les textes réglementaires d'application, lorsque le ministre a un projet de fusion, il publie un avis au journal officiel, et à partir de là, s'enclenche un délai de 15 jours pour que les organisations intéressées, ou toute personne intéressée, donc même une entreprise, fasse remonter les informations. Et dans l'enchaînement des choses, le ministre sollicite l'avis de la sous-commission à la restructuration des branches, et puis s'enclenche ensuite l'arrêté de fusion. Et le Conseil d'État, dans cette affaire, nous dit, bon, finalement, le ministre n'est pas obligé de transmettre les observations remises par les personnes intéressées, ou il ne peut les retransmettre que partiellement, et puis la sous-commission des branches n'a pas, elle, à respecter le délai de 15 jours. Quand on y réfléchit, tout de même, on s'aperçoit que dans ce processus d'information-consultation au niveau national, le droit positif est moins exigeant dans le cadre de la restructuration des branches qu'il ne l'est en matière d'information-consultation pour un CSE. Alors, partant de là, c'est une réflexion, des progrès à faire dans la pratique, j'entends, partant de là, je pense qu'on peut aller encore plus loin et faire des propositions complémentaires en faveur d'une plus grande transparence. Moi, je crois d'abord qu'il serait d'intérêt général. D'intérêt général d'imaginer, alors qui, à quel niveau, etc., on peut en discuter, mais d'imaginer une base de données publique relative au chantier de la restructuration des branches, pour savoir où on en est, quels sont les arrêtés, quels sont les arrêtés de fusion, les arrêtés d'élargissement, quelles sont les conventions collectives, et puis quelle est la liste des arrêtés de représentativité. Bref, qu'on ait comme ça un domaine d'information communément partagé pour qu'on connaisse un petit peu l'état d'avancement de ce chantier sans que l'on s'en remette exclusivement au travail, du mort en méritoire des revues juridiques spécialisées. Je pense que cette base de données publique serait d'intérêt général et serait très utile pour tous les acteurs. Et après tout, quand on y réfléchit, l'exécutif a mobilisé l'intelligence artificielle pour créer un code du travail numérique. Bon, on peut très bien imaginer une base de données, d'autant plus que code du travail numérique, petite bataille des mots, ça n'est pas un code non plus. Je crois que c'est bien aussi de revenir sur le sens des mots, parce que sinon on s'y perd tous. Ensuite, deuxième idée, cette deuxième idée repose sur la question de la façon dont ont été mobilisés les IDCC dans le processus de restructuration. Moi, je crois que s'il y avait une base de données qui nous fasse le rappel des anciennes IDCC et des nouvelles, ce serait positif. D'autant que ça ne veut pas dire qu'une IDCC qui a été supprimée, une convention collective qui a été supprimée, si j'ose dire, une IDCC qui a été ôtée, fait supprimer, enfin enlève, détruit la norme conventionnelle qui existait. Donc l'IDCC, c'est quand même un critère d'accessibilité à la norme conventionnelle. Et les IDCC ont été mobilisés tout de même à l'appui de la restructuration, sans que ce soit, comment dirais-je, évoqué dans les textes qui régissent la restructuration des branches. Donc ça a été un outil placé entre les mains de l'administration. Alors on peut toujours dire que ce que l'administration a donné un jour, elle peut le retirer, je l'entends, mais ça pose quand même un problème d'accessibilité pour l'avenir, d'autant plus que la suppression d'IDCC entraîne un déréférencement des anciennes conventions collectives, soit parce qu'elles auraient disparu, seraient devenues caduques, soit parce que les organisations professionnelles auraient disparu. Mais tout de même, ça interroge sur la nature du processus, parce que c'est une décision administrative qui porte sur une qualification d'acte ou d'organisation de droit privé. Et je me demande dans quelle mesure, finalement, aussi le juge judiciaire ne pourrait pas s'intéresser sur ces questions-là. La question de la restructuration des branches et de l'articulation entre le public et le privé, moi, m'interpelle. Enfin, je pense que dans le chantier de la restructuration des branches, il serait utile et pertinent d'imaginer, soyons fous, on peut le faire, hein. La doctrine peut proposer plein de choses, c'est ma liberté, non, mais un vade-mecum en collaboration, par exemple, avec la Commission nationale de la négociation collective, sur les grandes notions floues mobilisées. Cela permettrait de poser des jalons de doctrine
utilisés par les parties prenantes. Alors, quelques mots-clés viennent à l'esprit, hein. Champ d'application de la nouvelle branche, conditions économiques et sociales analogues, dispositions communes, dispositions spécifiques, et puis soyons fous, garanties au moins équivalentes. Alors, bon allez, un guide interprétatif, même par voie de circulaire, serait à mon sens très utile parce qu'il pourrait constituer le fil d'Ariane pour guider dans ce dédale. Et il pourrait d'ailleurs aider aux campagnes d'information et de formation des acteurs du dialogue social, mais pas que. Aussi des juges sociaux des deux ordres, parce qu'ils vont très vite avoir à connaître de ces questions-là. Et là, ça va modifier un petit peu la donne. Je pense vraiment que la question de la montée en compétence sur ce sujet mérite une attention, d'autant que, comme je l'ai dit, la restructuration enchevêtre des sujets de droit administratif, de technique contractuelle et la logique des niveaux de négociation qu'elle n'a pas vocation à ce jour à écraser. Alors, redisons-le, un arrêté de fusion, un arrêté d'élargissement, un arrêté d'extension n'ont pas d'effet novatoire sur la nature contractuelle de la convention collective en l'état du droit positif, pas plus que les arrêtés de représentativité pris dans le nouveau champ de la convention collective regroupée ou restructurée, bien que cette représentativité nouvelle booste en quelque sorte les organisations qui en bénéficient. Alors, d'une certaine manière, dans ce contexte, l'arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2021 relatif au SMH, au salaire minima hiérarchique, quand on y réfléchit bien, redonne du champ à cette liberté contractuelle, à la technique contractuelle au niveau de la branche, bien qu'elle interroge encore et toujours l'articulation des niveaux entre la branche et l'entreprise et surtout, la grande diversité qui existe et qui existera toujours entre les branches. Alors, ça fait la transition avec la table ronde qui va suivre, mais qu'en conclure finalement? D'abord, un impératif. Construire l'avenir nécessite une perception commune de la définition de branche. Et on peut d'autant plus la suggérer maintenant que le Conseil constitutionnel a clarifié un petit peu le sujet. Ensuite, il apparaît vraiment utile et nécessaire d'augmenter la transparence et la communication autour du processus de restructuration, y compris dans la perspective de l'appui à la formation des acteurs du dialogue social, mais aussi des juges des deux ordres. Il faut anticiper ce point. Et enfin, il convient de conserver à l'esprit que ce chantier de la restructuration des branches, bien que dominé par l'action de l'administration, ne modifie ni la nature profonde du contrat collectif, ni les règles d'articulation telles qu'elles ont été pensées depuis 2016-2017. Alors, reste un vœu à faire, peut-être à ce stade. Ça a été un peu dit, je vais le dire différemment. Il conviendrait peut-être d'être raisonnablement ambitieux afin de sortir le plus tôt possible, sur fond de crise économique et sanitaire, de ce processus énergétivore. Les branches professionnelles doivent pouvoir rapidement se réarmer pour faire face aux transformations économiques et industrielles qui s'annoncent. Plan France 2030, plan de relance européen, pacte vert pour l'Europe, le tout sur fond de reconquête de l'appareil productif sur le terrain national. Tout ceci ne peut se faire si le dialogue social de branche reste trop replié sur la restructuration. Et alors, c'est ici qu'il faut souhaiter aux branches les plus avancées, dont on a entendu certains représentants tout à l'heure, tout le succès possible pour qu'elles puissent donner l'exemple à suivre. Voilà la perspective que je voulais vous proposer. Merci de votre attention. Excellent, on peut vous applaudir. Oui. Merci beaucoup, professeur. Des recommandations. Alors, premièrement, on accepte l'invitation de venir à Aix dans l'amphi de 400 places. Et donc, vous nous donnerez la date exacte pour qu'on puisse vérifier les yeux écarquillés des étudiants lorsque vous parlez de restructuration des branches. Ça va être intéressant à vivre ça, en vrai. Je trouve que c'est extrêmement opérationnel ce que vous avez dit. On entend bien. Est-ce qu'il y a des réactions, des remarques à faire autres que celles qu'on va développer tout à l'heure dans la table ronde, mais auriez-vous des questions? Est-ce que sur le fil de discussion, certains
souhaiterais interpeller Alexis Bugada, sachant que toute la matinée, Alexis Bugada reste là et pourra intervenir à demeure, bien sûr, en fonction des questions. Alors, y a-t-il des questions dans le fil de discussion? Véronique? Non, pas de questions sur le fil pour Alexis Bugada. D'accord. Moi, j'en ai une, Alexis. Alors, la liste des recommandations que vous faites, quelle forme elle pourrait prendre pour que ça passe, si c'est pertinent, si c'est jugé comme étant des propositions pertinentes? C'est quoi? Ça serait quoi c'est une incantation? Est-ce qu'on fait un manifeste? Quand vous faites quoi? C'est quoi l'étape d'après? Alors, je ne sais pas par quel bout prendre cette question en réalité, mais si on imaginait une base de données publique accessible, c'est soit entre les mains de la DGT et des partenaires sociaux au niveau pertinent, il faut des moyens, il faut des hommes et des femmes pour travailler sur le sujet, et je ne pense pas qu'à la DGT, il soit non plus une armée pour travailler sur la structuration. Voilà, donc c'est un vrai problème. On peut imaginer aussi d'associer l'interprofession, les branches sur ce projet-là. Bon, je ne sais pas de quelle manière. Il peut aussi y avoir des programmes de recherche lancés par l'administration pour impliquer aussi les chercheurs universitaires sur ce sujet-là. Pour qu'on lie la programmation politique, l'action des partenaires sociaux et puis les connaissances universitaires. Je ne parle pas pour ma propre paroisse, si j'ose dire, parce qu'il y a d'autres universitaires qui s'intéressent aussi à la question. Il y a peut-être un travail commun à faire. Mais je pense que là, par exemple, il y aurait quelque chose d'utile. Pour une circulaire administrative, je pense que voilà, on a peut-être besoin, mais vous l'avez dit, hein, ce ne serait qu'une circulaire, hein, mais on a besoin d'un cadre clair aussi de l'administration. Donc on aurait besoin d'une projection. Une circulaire, ça reste une circulaire, ce n'est que de la doctrine, il faut le dire et le redire. Et dans ce cadre-là, elle n'aurait pas vocation à être créatrice de droit. Mais au moins, on aurait une projection doctrinale dont on a besoin. Voilà, avec un vadémécum, parce qu'on a plein de mots, vous avez parlé de secteur, mais finalement chacun entend le sens qu'il veut sur ces mots. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est très difficile de concrétiser cela après en droit si on a des mots identiques sans parler de la même chose.